Bon ben bonjour à tous, hein, et donc Oui, c'est bonjour. toujours comme d'habitude ici Jean-Jacques Roussel, votre serviteur, pour une séquence qui va donc s'appeler, on est le mardi 6 février 2024, une séquence sur Internet et généalogie. Et donc on va commencer par la correction de l'exercice et ça va être une occasion de faire déjà un petit peu d'Internet, puisqu'on va aller sur les archives départementales du département 37 pour aller vous chercher donc l'acte de 1711-1712, page 20 du mariage Boucheron. Et je vous montrerai comment moi je fais une capture d'écran, même s'il y a d'autres techniques possibles. Ici donc, on arrive sur les archives. Oui, alors il Oh, faut j'avais taper quoi pour y directement le lien. arriver? Alors pour y Parce, aller, on peut faire aussi comme ça. On tape parce que moi AD37. j'ai pas tapé 37, j'ai tapé Vienne, moi. Ah bah J'ai tapé non, la non, Vienne. Loche, Donc, Loche c'est dans la Touraine. tomber. C'est dans Ah, l'Indre-et-Loire. alors évidemment, pas étonnant que je pouvais pas trouver. Et donc là, soit vous allez sur État civil ou archives État civil. numérisées. Si on va D'accord. sur archives numérisées, on va trouver ici, par exemple, donc on travaille Personne sur des et personnes et des Oui, familles. ça ouais. voilà, Et ça j'ai ici, donc, État trouvé l'état civil. ça. civil. Ouais. Là, je vais D'accord. donc sélectionner Loche. Ah bon, ok. Il faudra que je refasse toute seule après pour Ah, il y a Loche. Loche en Loche, voilà. Indre-et-Loire, voilà. Loche en Qu'est-ce Indre-et-Loire. qu'on cherche? On cherche un mariage. mariage, 1711, 1712. Alors, Maria, état civil. Ah oui, Recherche. tu cherches. Alors, Ouais, attends, Et attends, voilà, mariage. je vais essayer j'arrive d'aller dans le trop vite. registre 1711, 1712. Et j'avais été très gentil, je vous avais déjà dit que La c'était page page, 20. oui, oui, oui. Et donc là, j'arrive effectivement. Alors là, ce truc-là, c'est une sorte de navigateur dans le registre. On peut se en débarrasser. Ça, je vous ai expliqué, c'était le zoom pour voir le zoom dans la page. J'ai fait la Bon, vieille, moi. moi, j'avoue que je m'en sers jamais. Et ce que je cherche, c'est le mariage de Pierre Boucheron. Boucheron qui est là. Donc, personnellement, donc je l'agrandis au maximum. Ensuite, je vais aller chercher un petit outil que je trouve dans toutes les applications. Je sais pas, je peux pas. Ah non, je peux pas déplacer ça. Je le trouve dans toutes les applications sur Windows. Et si je vais chercher à O, LMNO, j'obtiens, je regarde, il y a, moi, par exemple, j'ai OneNote, j'ai Obtenir de l'aide, j'ai outils Windows et Outlook, je ne devrais pas avoir d'ailleurs, mais j'ai un petit outil qui s'appelle Outils capture d'écran. Outil capture d'écran, je vous le mets ici, il a cette allure-là. C'est accessoire Windows au départ. Accessoire Windows. Ça peut être dans accessoires Windows aussi, mais là, j'avoue que maintenant, ça a dû changer. Sur ma version, il n'y a plus accessoire Windows. Donc, je l'ai là. D'accord. Et donc, je le mets de côté hein, pour l'instant. Et je vais faire nouveau. Ou alors, je le laisse là. Je suis ici sur ce registre. J'ai mon petit outil qui est là. Et ce que je voudrais, c'est découper que la partie qui m'intéresse. Bah Et ouais. donc, avec cet outil de capture d'écran, si je fais nouveau, voyez que ça s'obscurcit un petit peu et j'obtiens une croix. Une croix qui va me permettre de faire mon découpage absolument comme je le souhaite. Alors j'essaye de l'avoir au plus grand possible dans mon écran de manière à ce qu'après je puisse un peu l'agrandir. À ce moment-là, je retrouve mon petit outil sous cette forme-là. Et là, je peux faire C'est tout ici ça. enregistrer. D'accord? Enregistrer et je vais l'enregistrer avec le Bien code sûr. que j'ai l'habitude, moi, d'utiliser. Comment? Enregistrer comme ça. C'est vous, la technique. Allez, je vais l'enregistrer sur le bureau pour juste aujourd'hui. Et je vais simplement changer le nom en disant... Alors, je vous ai expliqué que moi, j'ai une notation Sosa d'Aboville qui commence toujours mes références de tout ce que je saisis. Là, il n'y en a pas puisque c'est un exercice, donc ça ne concerne pas vraiment, c'est pas quelqu'un de chez moi,
Sinon, je mettrais le numéro Sosa d'Aboville devant. Donc, je commence tout de suite par la date, c'est 1711. 1711, souligné. Qu'est-ce que c'est? C'est un mariage, souligné. Je le cherche ici, je vois pas bien clair. Ensuite, c'est le mariage de qui? De Pierre, de Boucheron. Je mets le nom de famille devant, mais bon, chacun fait comme il veut. Hein. Boucheron, souligné Pierre. Alors, si vous voulez mettre les deux, vous pouvez mettre souligné et souligner le nom de la femme, mais bon, moi je l'associe généralement au mari. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que je suis dans le département 37, que je suis à Loches. Ensuite, que c'est le registre, si je retourne je vais le trouver ici, mon registre. Voilà, c'est ce registre-là. Alors, je fais un copier-coller. Voilà, dans ma référence ici, je fais un copier-coller. Shift, pardon, c'est ma manière de coller. Moi, je colle ici. Alors, il y a un truc qui ne va pas, bien sûr, c'est qu'on n'a pas droit aux barres de fraction. Donc, je remplace, puisqu'on est dans le champ du registre, je remplace les barres de fraction par des petits tirets. Voilà, et on est noté la page. Je suis page 20. Alors, j'ai pas besoin, j'ai un seul document de ce genre, j'en ai pas plusieurs, donc j'ai pas besoin de mettre souligner 1, souligner 2 ou 3. C'est comme ça, j'ai ma référence qui est complète et j'ai tout ce qui m'intéresse. Il n'y a rien qui manque, j'ai toutes les informations qui me vont bien. Je fais enregistrer et je le retrouve, bien sûr, sur mon bureau. Donc, voilà comment faire une capture d'écran. Je vous dis, il y a plein d'autres solutions. On peut faire un écran, après prendre l'image, la découper. Bref, il y a 36 000 solutions. Je vous en montre une en utilisant donc l'outil de capture d'écran de Microsoft. Alors, qu'est-ce que vous avez pu remarquer sur ce... Il a dû avoir un sacré bijou pour son mariage. Lui, il s'appelle Boucheron, PL Aude-Mer, ce qui veut dire marine. Boucheron, alors, qu'est-ce que vous avez remarqué sur cet acte-là? Ah ça, je sais pas, moi je l'ai pas lu alors. 30 juin 1711, vicaire de la paroisse Saint-Just, après les publications. Là qu'on n'a pas fait l'exercice. J'ai cherché, j'ai pas pu. On a un gros problème sur cet acte. C'est qu'en fait, Aude-Mer, c'est pas le nom de la femme, de la mariée, et c'est Boucheron Vernat. Aude-Mer, c'est le nom de la mère. Regardez bien si je lis le 30 janvier 1711, nous, vicaires de la paroisse Saint-Ours, après les publications faites le 11 et 14 et le 21 3 du dit mois en la dite paroisse d'une part, et de l'autre pareillement à 3 diverses fois en la paroisse de Betz-le-Château, partout sans aucune opposition. Et vous voyez qu'il y a une abréviation là, avec un tilde au-dessus. Il manque ZIT, S-I-T. Comme il paraît par voie, par le certificat de Monseigneur Trévent, prieur du dit Betz, avons donné la bénédiction du ciel à Pierre Boucheron, fils de Pierre Boucheron, mort en la paroisse de Chanceau, selon le certificat de Monseigneur Devant, curé du dit Chanceau, et de Marie Aude-Mer. Donc, Marie Aude-Mer, c'est la mère. Et deux points, ici, ou point virgule, et à Anne Vernat, c'est elle. Et donc, vous voyez que c'est pas de la même main et qu'il y a une erreur dans la mention marginale. Si moi, je cherche Boucheron Vernat et puis que je fais pas attention, je saute ça et je passe à côté de quelque chose parce que c'est la fille, la mariée, c'est Anne Vernat. Fille de Jean Vernat et de défunte René Hainaut, c'est un H, hein, vous voyez, avec la partie basse. C'est un H, ça. Ouais. Furent présents et consentants au dit mariage pour le prétendu, la dite Marie Aude-Mer, sa mère. Voilà. Pierre Vautier, son frère de mère. Donc son frère de mère, c'est peut-être un demi-frère. Jean Grenier, son cousin germain. Jean
Parigot, oui, Parigot. son beau-frère. Alors c'est bien parce qu'on a toutes les filiations, là, c'est intéressant. Ouais, ouais. Et pour la prétendante, Dans la Non, le dit Jean Vernat, son père, oui. voilà, son père, et qui nous ont Tous déclaré ne savoir déclarés. signer. Donc, ils ne savent pas Ah signer. ouais. ils savent pas Ah signer. ouais. Donc, voilà ouais. un acte qui est intéressant parce que, donc, il y a une faute ici dans la mention marginale. C'est pour ça que je vous l'ai donné. Ah oui, C'est bon, pour vous montrer que D'accord. des fois, les mentions marginales, comme c'est de cette époque, hein, dans les registres paroissiaux, comme ce n'est pas de la même main, ça a été fait un peu, des fois, à la va-vite, après coup, eh bien, peut y avoir une erreur dans cette. Alors, Excuse-moi, Jean-Jacques, dans oui, l'enregistre, quand on enregistre ce genre d'acte, il est plus judicieux de commencer par la date que par le nom de la ça, c'est famille ton qu'on choix. Après, recherche. je sais que Jean-Marie fait autrement. Moi, c'est ce que j'ai préconisé. J'ai préconisé d'abord, on travaille sur des individus, je D'accord. commence moi par le numéro de Sosa, et en fait, Sosa d'Aboville, si c'est des cousins. Oui. Numéro de Sosa, la date, le type de document, ensuite un patronyme, le nom, mais ça ne sert plus à grand-chose puisqu'on a déjà défini. Ensuite, les AD, la commune, le registre et la page. Ça, c'est ce qu'on a vu dans numérotation. Alors, une chose que je voudrais vous faire remarquer à ce niveau-là, là, on est dans la collection du greffe, donc c'est correct, mais il y a un deuxième registre, il y a 2 collections à cette époque-là. Et voilà, donc, c'est de la famille à ma co-animatrice Marie-Odile Dufour, et donc elle a été donc aux AD, et elle a été chercher l'autre collection et l'a Ah ben là, trouvé. c'est juste. Et vous voyez que dans cette collection-là, eh Ouais. bien, c'est juste Boucheron, Ouais. Anne Des Vernat. Vernat. D'accord? Ça, c'est le deuxième exemplaire. Oui, oui. Et donc, dans l'autre, il y a une erreur. Donc, soyez toujours vigilants sur ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui a été rajouté a posteriori. Et donc, il peut y avoir des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Et ça loupe pas. OK, bien. Donc voilà pour cet exercice de la semaine dernière qui nous a permis donc cette fois-ci de faire une manip autour donc de l'outil de capture d'écran qui permet donc de faire une image, d'avoir une image de ce que l'on a. Si je vous affiche, voilà ce que moi j'ai saisi, j'ai découpé tout à l'heure. Ça c'est l'image, vous voyez. Elle est là, le nom de l'image, c'est l'image que j'ai découpée tout à l'heure, que j'ai mis sur mon bureau. Et vous voyez que cette image, je peux quand même la grossir un Encore petit peu, l'agrandir encore. Oui. pas trop, parce qu'après, vous voyez que ça pixelise, hein, mais peut quand même, ça peut aider pour la lecture. On va parler du vocabulaire d'Internet. Et dans le vocabulaire d'Internet, on va commencer à parler de 2 choses. D'abord, pour moi, on parle d'Internet et Internet, normalement, prend une majuscule. C'est I majuscule, Internet, quand on parle du réseau. C'est un réseau qui a un nom. Comme il y a d'autres réseaux qui ont un nom. En France, par exemple, il y a un réseau qui a un autre nom, qui s'appelle Renater, que j'ai beaucoup pratiqué, pas avec mon travail, qui est le réseau national d'enseignement et de recherche, et qui relie, en fait, compte en France et même avec l'étranger, ce réseau Renater, qui relie toutes les facultés et tous les hôpitaux et tous les centres de recherche de France, et même avec les DOM-TOM et voilà, et en Asie-Pacifique. Voilà, c'est relié. Ce réseau Renater est relié à Internet. Donc Internet, c'est un nom de réseau, et donc quand on se dit que je me connecte à l'Internet, pour moi c'est comme parler de la Chaumin ou de la Françoise, ou voilà, je trouve ça assez incorrect. Par contre, Internet existe aussi avec un I minuscule. C'est lorsque c'est devenu un média, comme le journal, comme la télévision. C'est devenu un média, et ce média, lui, ça sera un I minuscule, et on pourra dire que j'ai été chercher sur l'Internet, sur le média. J'ai été chercher sur le média. Par contre, je me connecte à Internet sur le réseau qui, lui, prend un I majuscule. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un FAI, un fournisseur d'accès Internet. Qui sait ce que c'est qu'un fournisseur d'accès Internet et qui peut m'en citer?
Non. C'est Oui. On Oui. peut dire Free, on peut dire Free. Orange. Voilà. Orange. Orange, Sont des ouais. fournisseurs d'accès Internet, Oui. Free, Orange, etc. C'est ce qui nous Google, permet, oui. nous, individus, de nous connecter à Internet. Fournisseurs d'accès Internet. À pas confondre avec ce qu'on appelle un hébergeur. On va parler d'hébergeur parce que un site, quel qu'il soit, que ça soit mes sites à moi, Roussel pour mon site perso et puis Roussel pour la généalogie. Mais si vous prenez par exemple La Redoute, il y a ce qu'on appelle un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est La Redoute, c'est Roussel, c'est quelque chose que l'on achète. Moi, j'ai acheté ce nom-là en 2007, ces deux noms-là en 2007. Il était disponible, roussel.fr. J'ai la chance d'avoir ce nom de domaine qui me permet d'ailleurs d'avoir une adresse email que j'utilise pas avec vous, mais qui est jean-jacques@roussel.fr. Comme pour la généalogie, j'ai j-jacques @roussel.fr. Voyez? Donc, nom de domaine, pourquoi on utilise un nom de domaine et on parlera de DNS pour les serveurs de nom de domaine, Domain Name Server. C'est que derrière le réseau Internet, c'est un peu comme le réseau téléphonique. Il y a un système de numéros. Vous avez vos numéros de téléphone, 06 machin chachin, mais de plus en plus maintenant, on fonctionne avec ça. Et là-dessus, on cherche avec le nom. On n'essaye même plus de se souvenir d'un numéro de téléphone. On part du nom et puis on appelle le nom. On n'appelle plus le numéro comme on le faisait dans le temps quand on composait au cadran. Eh bien ici, c'est pareil. Derrière le système Internet, il y a tout un tas de codes qui est 001.025. Des numéros comme ça, et on n'a pas besoin de l'apprendre parce qu'il y a dans le monde un certain nombre de serveurs où moi, quand je fais La Redoute, lui, il va coder La Redoute avec son vrai numéro d'appel et qui va vous connecter à La Redoute. Ça va vous connecter à La Redoute ou à roussel.fr, sauf que ça va pas venir chez moi. Moi, j'ai pas mon site web roussel.fr, il n'est pas sur mon ordinateur perso. Je pourrais. J'ai un NAS, je pourrais faire ça. Mais c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que vous en avez déjà entendu parler, les hackers qui sont de service, c'est-à-dire des gars mal intentionnés qui vont essayer d'aller dans un site web, le pirater pour utiliser la mémoire locale et pour en faire autre chose. Ou pour mettre des pages pirates à la place de vos pages à vous. Les hackers, c'est toujours dangereux, donc vaut mieux mettre son site web non pas sur sa propre machine, parce que risque de venir fouiller dans vos affaires personnelles, mais de le mettre chez un hébergeur, chez quelqu'un qui est spécialisé pour recevoir tous les sites web de France et de Navarre. Moi, personnellement, mes sites Roussel et Roussel sont chez un hébergeur qui s'appelle OVH. Je le cite, il est dans le nord de la France. Il doit être dans les 2e ou 3e mondiaux maintenant. Il a commencé dans les années, moi j'ai fait ça en 2007, j'ai commencé, et il a dû commencer vers les années 2005 par là, avec justement La Redoute, qui se trouve là-bas dans le nord. Et ça a été son gros morceau, c'était le départ. Maintenant, il a le cloud, c'est quelque chose de faramineux. En 15 ans, ça s'est considérablement développé. Donc, l'hébergeur, d'accord, quand vous allez sur un site, vous allez chez quelqu'un, chez un hébergeur. Alors, c'est transparent pour vous. Vous ne le savez pas. Chez cet hébergeur, vous vous connectez et vous allez chercher tout ce qui va bien que vous ramenez sur votre machine perso pour le visualiser. On le visualise, le site web, on va le visualiser dans ce qu'on appelle un navigateur. Vous pouvez me citer les navigateurs peut-être que vous avez, vous? Qu'est-ce que vous avez comme navigateur? Firefox. Chrome. Firefox,
Google, ben, Chrome, Chrome, Google etc., Chrome. etc. D'accord. Yahoo. Ça, c'est le navigateur. C'est ce qui permet de recevoir du code et de le transformer en la page qui va bien du site auquel vous vous connectez. Donc, notion de nom de domaine, quelque chose qui s'achète. Il y a eu de la spéculation qui a été faite un peu à une époque là-dessus. Faut bien comprendre que des gens comme, je sais pas, les Cognac Martel, par exemple, ils seraient bien embêtés s'ils n'avaient pas pu acheter l'adresse martel.fr. Et puis même martel.com, puisque c'est un site commercial, etc. Vous voyez, donc, il peut y avoir aussi des... Moi, je sais que j'ai eu la chance de pouvoir acheter ça. Dès le départ, je n'avais comme concurrent sur Roussel, c'était des Canadiens. Et sinon, il y a Roussel, une auto-école à Amiens, voilà, qui était souvent devant moi. Donc, mon site perso, bah, le voilà. Ça, c'est mon site personnel. Mes passions, là, bien sûr, la généalogie dans mes passions. Et puis, le troisième élément, c'est que, voilà, j'habite Saint-Cyr-sur-Loire, etc. Donc, voilà pour ce site. La généalogie, c'est sur un autre site, puisque j'ai un logiciel particulier de généalogie qui s'appelle Webtrees. Et voilà l'entrée de ce site quand on est simple visiteur. Et vous voyez que quand on est simple visiteur, moi, je peux me connecter. Mes visiteurs que je peux inviter peuvent se connecter avec un autre code et avoir accès à tout. Vous voyez que pour le visiteur lambda, les petites imagettes ici sont ce qu'on appelle filigranées. C'est-à-dire qu'il y a ici écrit, je ne veux pas qu'on me les copie, si on n'est pas du club. Voilà. Ils sont tous en filigrane. Voilà pour mes deux sites. Ça, c'était un petit peu de vocabulaire qui permet un petit peu de fixer les choses. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet et ce pourquoi vous êtes tous très intéressés par cette séquence. C'est Internet, source d'information. On va voir un peu regroupé, on va voir ce que sont les moteurs de recherche, on va parler des wikis, on va parler de tout ce qui est les sites dédiés à la généalogie, on va parler aussi des sites qui sont liés à un logiciel, on parlera des sites perso, on parlera bien sûr des archives départementales et des centres et cercles de généalogie. On va commencer par les moteurs de recherche et les moteurs de recherche, voilà, les moteurs de recherche les plus populaires en France. Bien, oui, effectivement, 88% pour Google. Il y en a d'autres, il y a Yahoo qui fonctionne avec 15% des parts de marché. Bing, de Microsoft avec 14%, puis d'autres comme Quant, ça reste quand même très marginal, Ecosia, et celui-ci qui se veut justement ne pas être commercial. 88% de Google, on s'y attendait. Alors, qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Un moteur de recherche est un logiciel, au départ, qui va chercher sur le web toutes les ressources associées à un mot quelconque. Il va les fouiller dans les forums, dans les images, dans les vidéos, dans les fichiers, associés donc à un mot quelconque. Exemple, si je tape dans Google « Famille Roussel », j'ai 59 300 résultats. 59 900, ça change tous les jours. Et est-ce que c'est Famille Roussel? En fait, le vrai site, il est là. Oui. Ça, c'est mon site perso, roussel.fr. Ça, c'est d'autres choses qui parlent de mon site, mais mon site, il n'est... Voilà. Liste des Roussel sur Free, origine du nom, famille Roussel au Québec, Wikipédia Roussel. Si je veux cibler un petit peu plus ça, il y a une chose qui est facile à faire sur Google, c'est soit on va dans la recherche avancée, on doit avoir ça quelque part, mais
déjà simplement de savoir que si je le mets entre guillemets, ici, si je mets pas les guillemets, il va faire une recherche sur famille, il va faire une recherche sur Roussel E2LE et une recherche sur Roussel EL. Si je le mets entre guillemets, il me fait une recherche sur famille Roussel-Roussel. Et là, automatiquement, on est plus dans ce que je cherche. D'accord? D'ailleurs, on trouve les images, vous voyez, de mon site. D'accord? Et on trouve ici rousselroussel.fr. Ça, c'est un site qui référence, sert un petit peu de moi, Marie-Hélène. Et bon, ça, c'est parce que sur Webtree, ce que j'utilise, il y a bien sûr Roussel. Ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose aussi à noter. C'est donc que j'ai 8 réponses, j'en ai 9 ici, résultats, et que si je fais pour voir les autres ici, j'en ai pas beaucoup plus, si quand même j'arrive à 83 résultats, mais il y a des redondances là-dedans parce que il y a entre autres, il y a des redondances, pas rentrer dans les détails. Une chose aussi, c'est, je l'ai pas mis là, d'accord, c'est que si je fais une recherche sur Roussel tout court, ROU2SE2LE. Si je fais une recherche sur Roussel tout court, eh bien, je vais tomber sur des choses, on va tomber sur Fabien Roussel, on va tomber sur une Armelle Roussel que je connais pas du tout, on va tomber sur Château Roussel, qui est un fournisseur de vin, et puis le Cadet Roussel. Eh ben oui. Ça, c'est ce qu'on appelle du bruit. Autour de mon mot, de mon nom de Roussel, il y a beaucoup de bruit, comme donc les politiques qui peuvent se nommer comme ça, et puis Cadet Roussel. Eh bien, je peux éliminer ce bruit en mettant moins ici Cadet. Si je fais moins Cadet, attention, il faut que ça touche. Le moins doit toucher le nom. Si je fais moins Cadet, j'ai déjà plus les Cadet Roussel. Mais bien sûr, j'ai le chanteur Gaëtan Roussel. Oui, puis Fabien Roussel. Donc, je peux continuer ici. Je peux faire moins Fabien, moins Gaëtan. Je ne reviens pas. Et déjà, j'élimine quand même beaucoup de bruit en faisant ça. Il y a une dénommée Patricia Roussel, là, qui est scientifique. Et là, on retrouve du Roussel. Agathe Roussel, je ne connais pas trop, mais on tombe bien, popularité de famille Roussel. On trouve encore le cas des Roussel ici. Ernest Roussel, Roussel Armel, etc. Ah tiens, l'auto-école d'Amiens. Et puis, un sergent, Thomas Roussel. Bon, il y en a plein d'autres, des Roussel, il y en a tellement. Et moi, je me retrouve situé... pardon. C'est bon de temps en temps d'aller faire un tour pour voir qu'est-ce qu'on dit de vous sur le net. Alors bon, il y a tout ça, il y en a beaucoup, non, j'arrive au bout. Plus de résultats pour aller voir, je crois que je suis en deuxième page, que je dois trouver roussel.fr quelque part, mais bon, si je voulais être un peu plus précis, j'aurais pu mettre ici Jean-Jacques. Oui. C'est clair. Là, évidemment, je vais avoir un peu plus de choses déjà personnelles, mais il va chercher sur Jean, il va chercher sur Jacques, il va chercher sur Roussel. Donc, comme je viens de vous le signaler, il est bon de mettre ça entre guillemets. Et là, si je clique, Jean-Jacques Roussel, retraité sur LinkedIn, c'est bien moi. L'université de Tours avec Jean-Jacques Roussel, c'est bien moi. Le profil Facebook, c'est moi. Page jaune, c'est pas certain. Et puis, ça, c'est effectivement moi. Et ça, c'est effectivement lui, là, non. Mais voilà, on est déjà beaucoup plus précis, vous voyez. Et j'ai pas Cadet, j'ai pas Fabien, ni Gaëtan. La petite courturière, c'est le bouquin de généalogie un peu que j'ai écrit il y a 2-3 ans. À l'université de Tours. Bon, après, on va tomber sur ResearchGate, sur mes publications quand j'étais au laboratoire d'informatique à l'université.
Copain d'avant, c'est pas moi, c'est à Nevers, mais ça c'est mon livre, encore mon livre. Ça sur YouTube, c'est ma chaîne YouTube. Donc vous voyez, on est vraiment là, on est dedans. Hein. Il y a bien plus que moi, quasiment. On est quasiment, voilà, le Vietnam, bien sûr, beaucoup pour moi. D'accord, les comptes correctifs, ça c'est ma thèse d'informatique. D'accord, comment on peut, dans le moteur recherche, calibrer et resserrer les recherches. Alors, on peut trouver des moteurs de recherche qui sont inclus à un site web. Quel exemple? C'est l'exemple ici dans mon site de généalogie où j'ai un moteur de recherche qui me permet de rechercher ici Didier Roussel. Voilà, recherche, et ça cherche dans tout le site, là, ça va pas à l'extérieur. Alors, il faut faire attention. Sur certains sites web, vous avez à la fois un moteur de recherche qui permet de rechercher dans le site web, et des fois un autre moteur de recherche en haut, une ligne de recherche, qui elle va chercher dans Google. Ici, donc, voilà, j'ai tout ce qui concerne Didier Roussel, qui a été effectivement marié avec Anne Jobert, si je ne m'abuse. Voilà, Didier Roussel, EL, ouais, c'est l'un ou l'autre, hein, est marié avec une Anne Jobert. Voilà pour les moteurs inclus au sud. À ne pas confondre un moteur de recherche avec un annuaire. Le moteur de recherche, lui, c'est le logiciel qui va fouiller tout le web internationalement, de tout partout, pour aller chercher et référencer tout et n'importe quoi. Par contre, un annuaire, c'est un site où l'on va aller s'inscrire, comme l'annuaire des pages jaunes du téléphone, ou des pages, oui, les pages jaunes, c'est les professionnels, où on s'inscrit en tant que professionnel pour être référencé dans l'annuaire. L'annuaire, lui, il va pas chercher. Moi, je suis même pas dans les pages blanches avec mon 02. Parce que je souhaite pas, puis je me suis pas j'ai pas demandé à être inscrit dans cet annuaire. En généalogie, il y a aussi des annuaires. Il y a un annuaire qui s'appelle Généalogie pratique, l'annuaire des blogs de généalogie, qui est donc un répertoire 2023. Là, c'est à peu près où on trouve un certain nombre de choses. Apparemment, c'est un site qui est assez, disons, qui fonctionne. Parce que bien sûr, il y a pas mal de sites où les liens ne fonctionnent plus parce que c'est pas suivi, c'est pas mis à jour. Voilà ce site qui est lié donc à la généalogie. Je sais pas si j'y suis. Je sais pas si je m'y suis mis. Famille. Oh non, j'y suis pas. Je me suis pas mis. Il faudrait que je m'y mette. Toujours intéressant dans un annuaire de généalogie. Il y a un autre annuaire un peu de manière nationale et internationale qui s'appelle Gralon, vous ne connaissez pas, qui est donc un annuaire et qui, on peut chercher dans Gralon, si je cherche généalogie. Il me propose tout un tas de choses liées à la généalogie, et donc ce sont des associations, entre autres, des clubs qui se sont inscrits dans cet annuaire qui s'appelle Gralon. Annuaire web France, voilà, l'alimentation, il n'y a rien en généalogie, je crois, chez eux. Il me semble que j'ai cherché, mais les bons plans, les voitures, les réparations, tout ça, bon, il y a pas mal de choses, mais peu en généalogie. Voilà pour la différence donc entre un annuaire et un moteur de recherche. Alors, il y a un truc très particulier, peu connu, mais qui est intéressant, qui s'appelle Pearl Trees, l'arbre à perles, ouais. Qui est donc à la fois un moteur de recherche et avec ce qu'on appelle une curation des utilisateurs. C'est-à-dire que c'est un moteur de recherche, mais qui va donc utiliser ce que les gens mettent sur leurs préférences, et qui utilisent leurs préférences. Je vous montre ici Pearl Trees. Je suis inscrit sur Pearl Trees depuis des années. Je suis pas à jour depuis. Ça fait longtemps que j'ai pas arrêté de me balader là-dessus et mis à jour. On trouve, voilà, j'ai classé
Ce qui me concerne beaucoup avec la touraine d'hiver, les Tillandsia, parce que je collectionne les Tillandsia, l'informatique, évidemment. J'ai 7 sites qui m'intéressent en informatique, le Vietnam, l'harmonica, je suis harmoniciste, la généalogie avec 199 sites de référencés ici, il y a même des sous-titres. Mes sites réalisés parce que j'ai été webmaster donc de Comité des villes jumelées, je suis webmaster d'Afrique Amitié, c'est fini, ça a des pays aussi. Ça c'est mon site perso. Le deuxième site perso, la Touraine Mongolie qui n'existe plus, la commune de Saint-Genou c'est plus moi, Touraine Saint-Frontière, Touraine Slovénie et Touraine Vietnam. Ça c'était les sites que j'ai réalisés. Excuse-moi, Oui. Qu'est-ce que ça comprend, Alors, Tillandsia? Tillandsia c'est des plantes. Hein. Ah, d'accord. D'accord. C'est ça. Ah, c'est des D'accord. plantes. Le Tillandsia. C'est celle c'est qu'on ça. voyait sur mon site perso tout à Oui, l'heure. d'accord. Mhm. Oui. Les Oui, on orchidées. va le voir sur mon site perso. Ça sera plus facile sur ce site-là. Mais il est en noir et blanc sur ton site perso, je crois, Voilà. non? Vous voyez, c'est ça, les Ah, Tillandsia. Oui, oui. d'accord. Vous voyez les Tillandsia? Mhm. Voilà ce que c'est. Alors, on était sur Pearl Tree. Pardon. Euh, je voudrais remonter. Il suffit que je ferme ça, que je suis bête. Et puis, ce qui est intéressant, donc, moi, j'ai mis ça. D'accord? Je remonte. J'ai mis tout ça. Mais si par exemple je cherche quelque chose en généalogie, donc moi j'ai mis tout ça. Alors j'ai déjà subdivisé en annuaire, société archéologique, les livres, éléments de généalogie, les cartes, les outils de généalogie. Et admettons que je cherche des sites remarquables de généalogie. Eh bien, je peux après aller voir les collections, vous voyez, je peux remonter, je peux me balader, hein, je peux aller aussi ajouter quelque chose à cette collection, je peux partager, mais je peux aussi aller voir les collections voisines. C'est-à-dire qu'il y a, voilà mon thème, est-ce qu'il y a des gens qui ont le même genre de collection dans leur arbre? Eh bien voilà, il y a des gens qui me proposent Révolution industrielle du monde ouvrier, l'histoire de l'Auvergne, Carmaux. Voilà, c'est lié à beaucoup à la généalogie, l'arbre, vous voyez, tout ce qu'on peut trouver. Si je clique par exemple sur qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour nous ici, débuter sa généalogie. Eh bien, si je veux quelque chose qui soit voisin de ça, je clique là et je retrouve plein d'autres sites qui me donnent des méthodologies, la généalogie, les blogueurs, les bases de données consultables, etc. Vous voyez, de proche en proche, c'est vraiment complètement différent de Google au niveau de la recherche. Là, on recherche un peu par thème. Et c'est les thèmes, et ça, tout ça, ce sont des choses que les gens ont appréciées. C'est pas tout et n'importe quoi, comme sur Google, c'est ce que les gens ont sélectionné. Ils sont allés sur ces clics-là, ils l'ont trouvé intéressant et ils l'ont mis dans leur perle, dans leur site Perltree. Voilà donc un élément intéressant. Dans le groupe, est-ce qu'il y en a un qui connaissait Perltree en dehors de Jean-Marie qui a déjà entendu parler? Non. Personne. Il Voilà, faut c'est pas connu. faut- C'est très peu connu et pourtant c'est puissant. Et à mon avis, ça vaut la peine d'aller de temps en temps faire un tour là-bas. On n'est pas obligé de s'inscrire pour. Non, 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 c'est on consultable. consulte. Et puis D'accord. même si vous inscrivez, vous créez votre propre perle à vous et puis ça coûte rien, hein, c'est gratuit. Wiki, les wikis. Alors tout le monde a entendu parler de Wikipédia. Ça, je Wikipédia, crois bien qu'il sûr. n'y a pas de secret. Alors un wiki est un système de gestion de contenu de sites web rendant ces pages web librement modifiables par tous les visiteurs y étant autorisés. C'est-à-dire que Wikipédia, un wiki en général, c'est un travail contributif où chacun peut contribuer. C'est un travail collaboratif, cherchez ce mot-là, c'est un travail collaboratif de contenu. Chacun apporte son contenu. Et sur Wikipédia,
c'est un peu ce qui lui est reproché par rapport aux encyclopédies papier de d'antan, c'est que dans les encyclopédies papier d'antan, il y avait un comité d'édition qui contrôlait ce qui était écrit, on s'adressait, on savait qui écrivait, les professeurs machin, professeurs trucs, des sommités, pour pouvoir avoir un document, un livre, une encyclopédie qui soit la plus solide possible. Là, tout le monde peut être contributeur. Moi, je suis contributeur sur Wikipédia. Et là, je sais pas si je suis pas connecté, mais bon, si quand je suis connecté, je peux éventuellement faire des corrections de fautes d'orthographe. J'ai contribué surtout sur ce genre de choses, mais chacun peut contribuer. C'est pour ça aussi que c'est discutable, parce que on peut écrire tout et n'importe quoi. En général, ça se discute. Si quelqu'un trouve que c'est mal dit, il va pouvoir corriger. Après, il y a des sites qui deviennent sensibles, entre autres certains sites politiques, qui vont être verrouillés pour éviter justement que ça change tous les jours, parce qu'il y en a un qui va dire qu'il est comme ci, l'autre il va dire qu'il est comme ça, et donc à un moment donné, Wikipédia verrouille. Alors, il y a un wiki qui est spécial généalogie, qui est GénéaWiki, où on peut être contributeur aussi. Et donc là, c'est tout ce qu'il y a d'intéressant sur la généalogie. Et donc, je l'ai déjà cité, entre autres, je me souviens quand je cherchais les numérotations, j'avais trouvé ça existe sur GénéaWiki, ça c'est un site très intéressant pour nous. Attention aux droits d'auteur quand vous mettez des choses sur le net. Il y en a qui se font attaquer parce qu'ils utilisent des images prises sur le net. Attention aux droits d'auteur. Et donc, si vous voulez mettre quelque chose sur le net, méfiez-vous de ça et utilisez les éléments que vous trouvez dans Wikimedia Commons. Donc, c'est une base de données d'images, entre autres, qui est disponible. Voilà des arbres de généalogie que je peux utiliser gratuitement. Si je prends par exemple ça, voilà, je clique dessus et Morditel, c'est russe apparemment. Voilà, voilà. Et vous voyez que j'ai le droit de l'utiliser. En général, on a le droit de l'utiliser à condition de citer l'auteur. Voilà, il y a différentes formules. Sachez que ça existe et que c'est très utile de passer par Wikimedia Commons si vous voulez publier quelque chose sur le net ou même créer un bouquin pour vous et que vous le faites rééditer et que vous le mettre chez un éditeur ouvert à tous. Il faut que les images vous appartiennent, que ce soit des photos à vous personnellement ou qui viennent de Wikimedia Commons. Voilà pour les wikis. Maintenant, parlons des sites dédiés. Les sites dédiés. Alors, on va en citer quelques-uns, mais ça ne sera pas exhaustif. Hein. Dans cette présentation, je ne cherche pas à être exhaustif, mais surtout à vous montrer les différentes facettes de la généalogie sur Internet. Il y a beaucoup de services, de sites commerciaux, et donc il faudra voir le service par rapport au coût. On va citer en exemple Philae et Généanet. On verra aussi les exemples avec Généabank. On parlera de Roglo et de France GenWeb. Alors, Philae, qui est maintenant Philae et qui est lié à MyHeritage, c'est un site documentaire et avec une base de données. Le principe, c'est que les internautes publient leur arbre sur le site, c'est-à-dire ils mettent leur arbre sur le site, mais ils doivent payer pour consulter les informations des autres gens qui ont mis leur arbre sur le site. Donc, vous donnez et vous payez pour voir. Alors, Philae a été contesté par de nombreux généalogistes amateurs depuis ses débuts, parce qu'il faut rappeler qu'il a changé de nom il y a quelques années, mais c'est toujours les mêmes à l'origine. Hein. Il y a plein de choses comme ça qui changent de nom, mais c'est la même chose. C'était notrefamille.com, généalogie.com, family.com, à l'époque, qui ont numérisé des trucs dans les AD, ont eu des procès. En fait,
Bah, ce sont des gens, 85 euros par an. Alors, il y a des choses, je dis pas, mais moi, c'est des gens, c'est le profit avant tout. Et donc, je m'intéresse pas beaucoup à ces gens-là. Je préfère de beaucoup la même chose qui est Généanet, que vous connaissez, Ouais. vous avez tous entendu parler, qui est maintenant lié à Mhm. Ancestry, qui a été créé dans la même période, en 1995, par Christophe Becker, qui est aussi un site documentaire avec une base de données. Mais le principe ici, les internautes publient leur app sur le site, l'accès est gratuit pour consulter les informations engrangées. Participation financière pour obtenir des outils de recherche plus performants. Ouais. Mhm. Le premium est à 50 euros par an, quand même moins cher que l'autre, mais et vous avez une protection des données à la demande des dépositaires. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient publiques, vous pouvez le faire. Vous avez tout un système, on verra, pour protéger un peu vos données. Alors, Généanet, donc tout le monde connaît, hein, l'accès ici. Moi, si j'y vais, eh bien, je suis connecté, je suis premium, hein, et donc voilà. Donc, comme je suis connecté, on voit mon petit-fils ici, c'est normal, c'est à moi. Ancestry, qui est lié à Généanet maintenant, voilà, pour aller sur Ancestry, sachant que c'est pas le pont entre Ancestry et Généanet n'est pas total. C'est pas parce que vous avez vous êtes premium chez Généanet que vous le serez chez Ancestry. Il faudra de nouveau repayer chez Ancestry. Par contre, maintenant qu'ils sont liés Ancestry et Généanet, quand vous faites une recherche, vous pouvez avoir des données d'Ancestry qui sont publiques. Il n'y a pas toutes les données d'Ancestry dans Généanet, mais il y en a déjà une partie qui est incorporée à Généanet. Autour de Généanet, il y a des dérivés, qui est le GénéaWiki, dont on vient de parler. Et puis, il y en a un qui est intéressant aussi, qui est GénéaStar. Et quand vous êtes chez Généanet, vous pouvez, vous pouvez vous pouvez comparer toutes vos données que vous avez chez Généanet avec GénéaStar, et comme ça, vous allez découvrir si vous êtes de la famille de Marie Curie. Je suppose que là, c'est Macron, que voilà, et donc vous trouverez personnellement, si je fais ça, François Truffaut, etc. Moi, je cousine avec un artiste qui s'appelle Noël Noël, que les Ah anciens ont oui. peut-être connu, Ah oui, oui, oui. Noël, oui, oui. La euh, terre de cinéma, avec oui. Michel Simon et des gens comme Simon, oui, ça, oui, la Gabin. génération, oui. C'est toute une génération. Oui, Et oui. ma femme cousine avec René Descartes. Ça, c'est Ouh là autre chose. là, ouh là Oula, là. Sérieux. oui, c'est pas Noël, Noël, hein, René Non, c'est Descartes. pas la même Non, chose. c'est pas pareil. Alors, allons sur ce que j'appelle maintenant les sites dédiés. Et les sites dédiés, ça va être. Maintenant, il n'y en a plus qu'un qui est important qui est GénéaBank. Avant, il y en avait un autre qui s'appelait BigeNet, où beaucoup d'associations étaient sur BigeNet, qui était payant, beaucoup plus que GénéaBank. GénéaBank a été créé en 1998, en même temps que France GenWeb. C'est une base de données. La base de données est alimentée par les associations. En échange des données, l'association reçoit un volume de points qu'elle répartit entre ses adhérents. Un adhérent avec ces points peut consulter la base de son association, mais aussi de toutes les autres associations membres de GénéaBank. Donc, il suffit de faire partie d'une association membre de GénéaBank pour avoir accès à tout GénéaBank. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même 113 millions Oh là d'actes là. référencés. Alors, il n'y a pas les actes, hein, mais il y a la base de données qui nous dit qu'il y a un mariage, un tel Tartampion, en telle année, etc. Et voilà. Il y a 221 associations qui participent à GénéaBank. Donc, ça se présente comme ça. On va sur la version française. Si je recherche, allez, par hasard, comme ça, un dénommé Roussel, et puis avec un conjoint, qu'est-ce qu'il me propose? Prénom. Tac. Pierre, oui. Tiens, j'ai Marie-Félicie là.
Je cherche ma petite Marie toujours. Voilà, j'ai pas de couple, mais voilà, j'ai une Marie-Félicie Francine Vourchard, ça n'a rien à voir, il a cherché sur Marie-Félicie. Et donc, si je veux voir ça, il faut que donc je clique ici et j'ai des points, moi, par une association. Et donc, il y a un résultat et voilà, sur les 100 premiers résultats. Généa Banque, très précieux pour faire ces recherches. Grosse base de données. Il y a une autre base, c'est pas une base de données, ça, Roglo, qui est un site dédié, qui a été créé en 96 par Daniel Roglaude, qui était un informaticien du Centre de recherche en informatique français, là, et qui a donc créé cet arbre. Il a d'abord créé l'arbre des rois de France. Et après, il a commencé à raccorder sur cet arbre des rois de France tout ce qui pouvait se raccorder au niveau des rois et reines étrangers. Et en fait, sur cet arbre, tout nouvel individu est relié par un lien filiatif à un individu existant. Ça veut dire que Roglo, c'est le plus gros arbre au monde. Actuellement, il a 9 700 000 personnes dans l'arbre, toutes reliées. Oh là là. Eh ben oui. Sauf que c'est pas moi ou Tartampion ou vous qui pouvez mettre votre ancêtre le relier, non. Ce sont des bénévoles, il y a 277 bénévoles actuellement qui s'appellent des magiciens dans la terminologie Roglo, qui peuvent donc vous lui donner à ce magicien, vous lui donnez vos références et si si c'est sourcé, si vous avez les sources qui prouvent que le lien existe bien, à ce moment-là, lui va le raccorder et va raccorder votre branche. Personnellement, par le biais de ma femme, je suis dans Roglo, parce que ma femme, donc par René Descartes et par d'autres, elle touche un petit peu à la noblesse dans les années 1500 et quelques. Et donc, ça y est, je suis avec ma femme, on est sur Roglo. Roglo, ça se présente comme ça, vous allez voir, c'est un petit peu l'air de GénéAnet parce que c'est le même logiciel qui se trouve, c'est le même logiciel qui est à l'origine, puisque GénéAnet a utilisé ce logiciel. Si je recherche Roussel, par exemple Jean-Jacques, ouais, je ne vais peut-être pas sortir. Parce que c'est ma femme qui est plus Jean-Jacques et que je fais une recherche, ok. Alors, il y en a plein, des Roussel, voilà, donc il faudrait chercher là-dedans, si par hasard, non, j'y suis pas, Louis de Roussel. Bref, mais j'y suis. Roglo, très intéressant, si vous avez un tant soit peu de nobles, ça peut être une occasion d'aller voir si justement vous n'avez pas un lien avec des nobles en allant chercher donc, dans certains de vos ancêtres. Roglo, intéressant. Un autre site très très intéressant parce que gratuit, c'est France GenWeb qui a été créé en 99, dans la même période que l'autre. Énorme. France GenWeb, énorme. Les rubriques, vous voyez, les rubriques, je les ai rappelées là. Accueil multibase, tout en un département. Chaque département, il y a des bénévoles qui sont dans chaque département. Les régions cousins, les cousinages dans les différentes régions. L'entraide, l'héraldique, la paléographie, les photos, la traduction. 14-18, les actes, les cimetières, le culte, les enterrements. Lafayette, les mères, les mariages, les mémorials, parce que c'est un truc actuel, ça. On essaye de faire un référencement au niveau national de tous les maires de toutes les villes de France. Les mariages, le mémorial, Migranet, à propos des migrations, les notaires, les protestants, Villette, archives, associations, biblio, communes, liens, listes, standards, wiki, l'association, le blog adhérer, on peut adhérer, mais on n'est pas obligé, il y a plein de trucs gratuits. Mon compte, participer, contact, livre d'or. Énorme. Si vous avez des difficultés de lecture, vous pouvez demander de l'entraide ici, chez eux, ça marche. Les cousins, voilà.
les cousins de France Genweb, voilà, ça a été mis à jour il y a moins d'un mois pour le 23. Le 37, ça fait plus d'un an que ça n'a pas été mis à jour. Il y a des fois des problèmes de mise à jour, ça c'est évident. Dans le même esprit que France Genweb, vous avez le fil d'Ariane, assez intéressant aussi. Entre autres, là, par exemple, c'est de l'entraide généalogique par Internet. Et vous avez, voilà, des recherches à l'étranger, comme ici ensuite en Espagne. Bienvenue sur le fil d'Ariane. Le 40 pour les recherches au niveau des nationales, Service historique de la défense, la NOM pour l'outre-mer, musée des douanes, etc. Il y a pas mal de choses sur le fil d'Ariane. Généapas, les outils du généalogiste, voilà, encore un site où on trouve un certain nombre de choses, sauf que, bah, je vois ici octobre 2021, ça fait un peu plus de 2 ans que qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait là-dedans, et donc peut-être pas très, très, très vivant, mais je l'ai signalé quand même. Voilà pour... Alors, comme autre site, vous avez donc des sites dédiés aussi à l'étranger. MyHéritage et Ancestry. MyHéritage avec Philae, Ancestry. Mais il y en a un autre aussi, bien sûr, incontournable pour tout généalogiste, c'est Family Search. Bien sûr, ce sont les Mormons. À une époque, quand on cliquait chez eux, on avait bien sûr une grosse... il y avait quand même de la pub pour leur église. Et donc, voilà, maintenant, ça s'est réduit à ça. Le prosélytisme, c'est quand même très réduit. On peut donc faire des recherches, c'est en français. On peut faire ces recherches en français. Et ça, c'est un... Je vais pas m'inscrire parce que j'ai pas envie, mais on peut faire, j'ai un compte moi, mais si je veux faire une recherche, si je cherche toujours ma Marie Félicie Roussel, toujours ma petite Marie que je cherche, que je fais une recherche, alors là, vous allez voir que il y en a. Oh là là. Il y a du monde. Ils ont les recensements aux États-Unis, ils ont les immigrations, ils ont énormément de choses. C'est quand même la plus grande organisation de généalogie mondiale. La recherche donc se fait en français et ils citent un certain nombre de sites internationaux qui sont utiles pour vos recherches. Ici, Family Search, hein, ça c'est eux. Vous voyez, si vous faites des recherches en Allemagne, en Italie, en Suisse, etc., en Roumanie, en Argentine, à Cuba, etc., vous pouvez trouver des choses chez eux avec cette page ici des sites internationaux utiles. On est donc sur donc c'était les sites dédiés. On en a vu qu'il y en avait un certain nombre, très, très, très puissants, très intéressants, qu'il ne faut pas manquer quand on fait des recherches, aller voir ce qu'on peut trouver chez ces gens-là. Et on a bien sûr les sites liés à un logiciel. Alors, faut être clair, c'est une promotion commerciale du produit, mais on peut trouver bien sûr, quand on a ce logiciel, des conseils. On trouve une communauté, bien sûr, liée au logiciel. Alors attention aux gratuits 50 individus. Oui, je crois que c'était ça. C'est 50 individus, c'est 4 générations. Hein. Donc c'est pas intéressant. Alors, vous avez 2 grands logiciels français qui sont Eredis et Généatique. Alors on critiquera et on verra ça quand on fera choix d'un logiciel. Je ne vais pas rentrer dans les détails des 2 actuellement. Simplement qu'ils ont chacun leur communauté. Pour Eredis, c'est Eredis Online, sauf que pour Eredis Online, on ne peut rien faire si on n'est pas Eredis, d'accord. Et puis, pour Généatique, c'est généatique.net. J'ai rentré mon arbre chez eux, mais comme je ne suis pas Généatique, et je crois que je dois avoir 5 ou 6 personnes dans mon arbre chez eux qui ont été prises sur les 5000 qui existent actuellement. Un logiciel, une communauté,
Moi, mon logiciel, c'est Webtrees, hein, que vous avez déjà vu. Voilà, Webtrees, voilà le site du logiciel Webtrees. C'est un logiciel libre, donc c'est un logiciel purement gratuit, mais qui nécessite d'être mis sur le web. Hein, on crée un site web avec Webtrees. On peut le faire marcher en local, en simulant que c'est un site web avec des outils comme WAMP, mais c'est un peu plus compliqué et pas abordable pour tout le monde. Ce logiciel Webtrees a bien sûr lui aussi la liste des utilisateurs et moi personnellement je suis référencé ici. Je dois être voilà, Roussel, FGHIJK, LMNOPQR, Roussel, voilà, Roussel, il y a un arbre ici, voilà. Ça renvoie sur mon site perso de généalogie. Il y a un forum où on peut poser sa question en français. Comme tous ces sites liés à un logiciel, vous avez un forum où on va demander pourquoi ça marche pas comme je voudrais, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ci ou pour faire ça. Les forums, très utiles aussi. À part donc les sites liés à un logiciel, vous allez avoir ce que j'appelle les sites personnels, qui sont de plus en plus nombreux, sauf que, oui, il y en a eu longtemps, sites personnels Orange. Malheureusement, les sites perso Orange n'existent plus, ils ont fermé. Et là, en voilà un qui s'appelle Auprès de nos racines, qui est un site personnel. Je pense que c'est une généalogiste professionnelle qui a créé ça. Mais il y a plein de choses sur la généalogie. On peut trouver des sites avec des informations, des conseils et des articles spécialisés. Par exemple, vous avez si vous cherchez au niveau des vieux métiers, il y a un site perso qui s'appelle vieuxmétiers.org. Magnifique site parce que si vous cherchez un nom de métier, voilà, de A à Z, alors si vous savez pas ce que c'est qu'un aboyeur, hein, c'est un crieur qui à la porte des spectacles appelle les voitures. Si vous savez pas ce que c'est qu'un affichiste, c'est dans un atelier ou monastère de copistes. Ce que c'est qu'un albergeur, c'est un aubergiste. Bref, on est que dans les A là. Cocassier. Si vous, je dois avoir le cloutier, je pense, mais si vous cherchez dans un acte, on met la profession. Vous n'arrivez pas à le lire. Vous lisez une partie du mot, allez voir dans ce site si par hasard il n'y a pas un mot qui commence par ça et qui correspondrait à votre nom. Un harcelé, un quart d'heure qui carde la laine. Vous voyez, cloutier, il est référencé ici, artisan, fabricant et vendant des clous. Eh ben, je peux vous dire que moi, quand j'avais cloutier comme profession dans un acte, j'ai eu bien du mal à le trouver. Voilà pour donc quelque chose comme... Il y a aussi un site qui est dédié aux bourreaux. C'est un monsieur bourreau. Oui, parce que oui, c'est vrai. Et souvent, les gens qui s'appellent bourreaux, c'est que dans leurs ancêtres, il y a eu un bourreau. Et lui, il a fait tout un travail sur les bourreaux. Je vous conseille d'aller voir. Moi, j'ai été chercher justement par rapport à Tours. J'ai appris des choses. Les bourreaux, alors vous irez voir les vôtres. Il y a ceux de Dijon, par exemple. Est-ce qu'il y a des bourreaux à Gap, A, B, C, D, E, F, G? Non, j'ai pas Gap, mais j'ai Dijon. J'ai Tours, puisqu'il y avait voilà, les bourreaux de Tours, le supplice de la Chaudière, et où ils expliquent que bien ils étaient mis sur une certaine place à Tours pour être torturés, etc., etc. Excellent site, passionnant, énorme travail qu'a fait ce monsieur autour donc du patronyme bourreau et autour des bourreaux en France. Il y a un projet qui est très intéressant aussi. Là, c'est pas simplement un site perso, mais c'est un site pas vraiment personnel, mais c'est une association qui
qui est la base de données parisienne. Vous savez que Paris, donc en 1871, avec la Commune, a eu toutes ses archives détruites. Et donc, les gens font un énorme travail pour essayer de créer une base de données sur la région parisienne en lisant essentiellement les actes notariés. Et donc, on peut trouver, en fonction du patronyme, c'est énorme et c'est incontournable si vous avez de la famille sur la région parisienne. Sinon, des apps perso, sauf que il a quitté les pages perso Orange, mais beaucoup n'ont pas réagi et ont perdu leur site. Lui, il a créé, bien sûr, Yvon Généalogie. Avant, il était chez Orange. Et voilà, c'est un site perso. Il parle de ses... il a un petit blog. On doit trouver sa généalogie quelque part là-dedans, en plus des éléments. Et puis, il y a le site roussel.fr que je vous ai déjà présenté, qui peut mener sur la généalogie, de chez moi, avec mon arbre. J'avais pas pu montrer ça l'autre jour. Ma roue sur 10 générations. La roue sur 10 générations. Voilà. Pour les arbres, les sites personnels. Évoquons maintenant les AD en ligne. Alors ça, c'est une source de chez Généanet qui référencie, je vous rappelle que les archives départementales dépendent donc du département et chacun fait un peu ce qu'il veut. Et donc, c'est un état des lieux d'énumérisation. On voit que, par exemple, 1914 et au-delà, c'est en vert foncé. Il n'y en a pas beaucoup. Le 37 en est. L'archive d'Indre-et-Loire en est. Vous, c'est le département ici 05 en bas, plus bas. Il est là. Il est vert foncé aussi, donc dans les archives des Hautes-Alpes, vous avez pas mal de choses. Beaucoup, vous voyez, ça va que entre 1903 et 1913, les verts clairs. Plus vieux encore, c'est 1902, c'est les verts comme ça. Et ça, c'est les gens qui n'ont mis que ce qui avait été numérisé par les Mormons. Donc voilà un état des lieux qui vous permet d'aller chercher dans votre région. Certains départements, beaucoup maintenant, quasiment tous, ont mis les registres matricules. On aura l'occasion d'en parler. C'est donc les fiches militaires et registres matricules qui permet d'avoir un certain nombre de données sur le service militaire de vos ancêtres. Là, les recensements, on s'aperçoit qu'il y a encore des endroits où il n'y a pas les recensements 48, le recensement n'a pas été mis. D'autres où il n'y a pas de recensement avant 1936 ici. Pourquoi, j'en sais rien, etc. Voilà. Donc, le cadastre qui est mis ou pas dans certains départements, cadastre seulement les plans cadastraux, mais aussi les matrices, on aura l'occasion d'en parler, comment on cherche dans le cadastre. Les notaires, alors là, on en est au tout début, c'est très très lourd, très difficile à faire. On s'aperçoit qu'il y a peu de départements, alors notaire seul ou notaire avec les tables dites de succession et absence. Voilà, ça commence. Alors, par contre, les tables de décès, de succession et absence, c'est pareil, il n'y en a pas partout. Dans le 70, moi j'ai la chance que ça y soit. C'est très intéressant, on en reparlera, à quoi ça sert ces tables. À chaque décès, il y a quelque chose d'écrit dans ces registres de succession et absence, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est un bilan qui est fait chez Généanet, je m'en cache pas. Et je trouve ça que c'est très bien fait. Avant, il y avait le même genre de choses, mais c'était plus tenu à jour. Voilà ce qu'on peut trouver dans les archives. Archives du 37, on y est déjà allé. Archives du 41, ça se présente complètement différemment. Et ça, vous en avez déjà eu l'occasion d'aller sur les archives de la Vienne. Chaque portail, chaque entrée dans le site des AD est différent selon les AD. Les recherches se ressemblent. Vous êtes déjà allé sur les archives du 37. Sur les archives du 70,
le navigateur, le viewer, c'est-à-dire pour voir les registres, se présente différemment. Vous voyez qu'on va, par exemple, avoir ici en bas ce qu'on a en Touraine sur le côté. Ici, ça peut s'escamoter. Il y a toujours le petit verrou qui est là. Si je prends une page qui vaille bien, voilà, si je prends une page, que je la grossis, que je mets le verrou, je retire ça et je passe à la page suivante, j'ai la même amplification. Donc ça reste constant. L'intérêt de ce déroulant que l'on a en bas, c'est de voir que voilà, on est en début de registre ici. On voit que la page de droite, la page de gauche, par exemple, est blanche et donc on est en début de registre. On est en début de cadre. D'accord? Chaque viewer est différent, même si ça se ressemble. Et donc, le verrou, vous l'aurez quelque part. Il suffit de chercher. Vous pouvez jouer aussi sur le contraste, sur des choses comme ça. C'est plus compliqué. Voilà pour ce qu'on peut trouver. Le problème, quand on cherche dans des registres comme celui-là, je ne sais pas si c'est le cas, je ne me souviens plus. Ah oui, il y a quand même 180 pages. Donc, je vous ai dit, intéressant de s'ouvrir quand on sait pour soi-même, d'ouvrir un petit tableau Excel parce qu'on va y retourner. Donc, si on a déjà repéré que les années sont comme ci, comme ça peut être intéressant de le noter dans un tableau Excel. Mais il y a des gens qui font ça, c'est ce qu'on appelle l'indexation des registres d'archives. Et il y a un dénommé Gouillet qui a fait ça. Mais c'est un site perso chez Free. Et par exemple, moi, j'ai mis mes données, entre autres, sur la Sarthe ici, où j'ai voilà 5 allées. Voilà, moi j'ai mis ça. Il y en a un autre qui a essayé de faire ça, mais c'est pareil, c'est des persos qui ont essayé de faire des choses comme Archindex. Et je suis pas sûr que ça vive toujours. Moi, j'ai introduit voilà un registre. Alors là, l'intérêt, c'est que vous avez tout le registre qui est référencé. Chaque dizaine, voilà, on a les naissances, on a l'étape de naissance, on a des naissances dans ce registre. Des fois, c'est mélangé. Donc, moi, j'ai fait ce registre qui est un registre de Villiers-sur-le-Loir, donc aux AD 41 dans le Loir-et-Cher. Je sais que la personne qui s'occupait de ça est décédée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a repris ça et je ne sais pas si c'est toujours vivant. Mais c'était quand même assez intéressant d'avoir cette indexation qui était faite par les gens et de pouvoir les partager. Okay. Alors, d'autres sources d'informations un petit peu au niveau national cette fois-ci. Bibliothèque de France, incontournable, Gallica, où vous avez tout un tas de vieux bouquins, les bouquins les plus anciens, qui sont numérisés et où on peut faire des recherches. Et c'est pas seulement numérisé, c'est ce qu'on appelle aussi ossérisé. C'est-à-dire qu'il y a un système de reconnaissance de caractères et on peut faire des recherches sur les mots dans ces livres. D'accord? Et le problème de Gallica, c'est que la recherche n'est pas forcément facile dans Gallica. Moi, j'ai du mal à chercher dans Gallica. Mémoire des hommes, intéressant aussi, c'est le site, donc on peut faire une recherche ici pour les gens qui ont participé aux différentes guerres. Guerre d'Indochine, la Compagnie des Indes, l'Afghanistan, la guerre d'Algérie, etc. Vous faites une recherche nominative. Par exemple, si je fais, comme par hasard, Roussel, et puis Jacques, ça va rechercher dans tout un tas de bases de données. Vous voyez, il n'y a pas une base de données là sur Mémoire des hommes. 1, 2, 3, 6 et 6, 12 et 6, 18, 24, 25, il y a 26 bases de données qui sont interrogées là. Et là, je vois que j'ai un qui match avec Roussel-Jacques, c'est les titres homologation des services pour faits de résistance, mais c'est pas celui que je connais, c'est un autre Roussel-Jacques, et qui est donc un Parisien. Et voilà, on peut aller voir donc le détail, on pourrait même le mettre dans un panier, on trouve le document
de ce Jacques Roussel, né en donc c'était un résistant. Mémoire des hommes importants. La base Léonore. La base Léonore, c'est la base des Légions d'honneur. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui est susceptible d'avoir une Légion d'honneur, c'est pareil, on peut chercher par patronyme et trouver son ancêtre. Et puis, le ministère de la Culture propose un portail de la généalogie ici, sauf que quand on fait une recherche là-dedans, il y a plein de bases de données qui sont obsolètes. Et donc, on obtient des noms, mais on ne peut pas y aller parce qu'il y a entre autres Bigenet qui a disparu. Il y a les archives du 41 du Loir-et-Cher de Vendôme qui est référencé là et qui est la base de données n'est pas au bout. Donc, on clique sur le lien, mais ça débouche pas. C'est bien dommage pour un portail du ministère de la Culture. Moi, je trouve ça un peu déplorable, mais bon, c'est comme ça. ExpoAct, très intéressant. ExpoAct, c'est un site. ExpoAct, en fait, c'est un logiciel pour mettre ses actes, ses dépouillements d'actes sur le net. Et donc, ils ont un site propre, ExpoAct, et qu'on voit au niveau de la recherche ici. Je peux aller rechercher dans ExpoAct avec ce formulaire. Et ExpoAct, il y a, voilà, actuellement, j'ai pas lu qu'il y avait 120 893 000 actes de dépouillés chez ces gens-là. Donc, on peut faire une recherche. Il y a beaucoup de, voilà, toutes les associations qui ont mis leur dépouillement sur, mais il y a des individus, il y a des gens qui le font eux-mêmes, qui mettent leurs actes dans cette base de données. 120 millions d'actes. Alors, ce logiciel ExpoAct peut être utilisé individuellement. Il y a des gens qui, sur leur site perso, voilà les sites perso publiant à l'aide du logiciel ExpoAct. Il y a, bon voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, pardon, j'y reviens. Les Servance Notes, par exemple, du 70, que je pratique régulièrement, voilà, ils ont mis tout ça, ils ont mis tout leur dépouillement sur ExpoAct. Moi, je suis très concerné par une ville qui s'appelle Fouvent. Fougerolles, ben, il n'y est pas Fouvent, là, justement. C'est pas grave. La ville d'Arles, par exemple, utilise ExpoAct pour présenter tous ces relevés qui ont été faits à Arles. Il y a Acte en vrac qui était très, très puissant, très intéressant. C'est Jean-Louis Garret, d'ailleurs c'est lui qui avait fait Archindex aussi. Malheureusement, il a firmé, il est à la retraite, il est malade, je ne sais même pas s'il n'est pas décédé, Jean-Louis Garret, et donc on ne trouve plus. Par contre, je me suis aperçu que maintenant, là dans Généanet, dans les premiums, peut-être dans les autres, je ne sais pas, mais quelquefois on trouve un acte, et en bas c'est marqué que ça vient d'Acte en vrac. Donc la base de données qui était ici disponible a dû être donnée à Généanet. Et donc, elle n'est pas perdue, ce qui est quand même assez important. Il y a GénéAct aussi, qui est intéressant comme base de données de relevé. Quand il voudra, voilà, il y a une pub en haut. Voilà, GénéAct, où on a un certain nombre de relevés qui ont été faits par des personnes, par des individuels, hein. C'est des relevés personnels. Alors, dans ces relevés personnels, c'est pas toute une ville. Ça peut être un registre qui a été relevé par une personne. GénéAct. Vous avez des relevés personnels sur des sites perso, comme ici Jean Lorrain, qui a relevé, voilà, dans le 70, bien sûr, je suis un peu concerné, un certain nombre de registres. Il y a après les clubs, les cercles, les centres, qui sont intéressants. Le seul problème maintenant, bien sûr, avec ça, c'est qu'il faut payer une adhésion pour souvent avoir accès à la base de données. Le cercle de généalogie du Poitou, pardon, CGP, c'est pas très cher, c'est 12 €, 32 € avec la revue et avec un accès à la base gratuit. Intéressant. Salsa, ça m'intéresse, c'est le 70, c'est la Haute-Saône, sauf que c'est 47 €. Je l'ai encore pas fait. Par contre, l'accès à la base est gratuit.
Le CGDT qui me concerne, là, de Valoir, le Centre généalogique de Touraine, c'est 16 € au départ, 30 € avec la revue, 40 €, 4 € avec, et il faut repayer pour l'accès à la base de données à 15 €. Ils étaient sur BigeNet avant, maintenant, ils sont sur Généanet en accès premium. Vous avez accès à la base de données du CGDT. C'est, en fait, quand vous êtes premium, vous payez à Généanet, mais Généanet a par exemple la base de données du CGDT, qui est une base de données payante, 15 €, eh bien, vous y avez accès et Généanet reverse au CGDT chaque année, en fonction du nombre de visites qu'ils ont eues, ils renversent des dividendes au CGDT. Au CGDT, je ne sais pas combien ils versent, mais j'ai été par exemple à l'Assemblée générale du CGLC du Loir-et-Cher dimanche dernier, et ils touchent quand même 8 000 € par an pour leur base de données qui est aussi, le CGLC est aussi la base de données dans Généanet Premium. Donc voilà, quand je dis Généanet c'est gratuit, quand on est premium, on a accès à des choses quand même, on paye, mais indirectement on paye autre chose, d'accord? Voilà ce que je pouvais dire sur les relevés. Et on approche de la fin, malheureusement. Je ne vais pas avoir le temps de finir, quoique ça va assez vite après la fin. Alors, il y a les forums qui sont très intéressants et qui sont des lieux d'échange publics ou privés. Public, c'est modéré, c'est-à-dire qu'il y a une charte de bonne conduite. Privé, c'est souvent associé au logiciel et au commerce électronique. Les sites personnels, donc on peut y avoir des forums. Les cercles généalogiques ont souvent leurs forums, pas toujours très actifs. Par exemple, le CGLC a son forum, mais il n'y a pas de choses qui se sont passées sur ce site depuis novembre de l'année dernière. Par contre, si vous allez sur le Facebook lié au département 41, c'est un gars qui a créé cette page Facebook liée au département du Loir-et-Cher. Là, c'est vivant et il y a des choses quasiment tous les jours sur ce site. Création possible par tout le monde, des bénévoles, doit être vivant et réactif, pardon, parce que voilà, si je vais, bah voilà, c'est l'exemple du que je viens de citer, 20-07-2023, le dernier message. Bon, bah c'est pas vivant. Si vous posez une question puis qu'on vous répond après, c'est pas intéressant. Framalist a repris, parce qu'avant il y avait énormément de sites de généalogie sur Yahoo qui a fermé ces groupes. Donc maintenant, ça va être Framalist. Il y en a quelques-uns qui sont allés sur Framalist. Moi, j'ai 2 sites, le 52 et la Haute-Saône, qui sont sur Framalist. Google Group en a récupéré quelques-uns, mais c'est pareil, il n'y en a pas énormément. Voilà, il faut aller poser sur Google's Group, on pose la question généalogie et on a ce genre de choses. Il n'y a pas beaucoup sur Google Group. Après, vous avez FB Groups, les groupes donc de Facebook, mais il faut être abonné Facebook, bien sûr, pour y accéder. Et là, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai par exemple un site auquel j'ai beaucoup posé de questions, qui s'appelle Généalogie Recherche Militaire. Et j'ai posé des questions et il y a des réponses. Vous voyez, là, il y a eu un accès il y a 59 minutes, il y a moins d'1 heure. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Je cherche des infos. C'est la brigade de gendarmerie de Cloix, en Eure-et-Loir, etc., de 40 à 50. Et voilà, va y avoir des réponses. Hein. Michel Toussaint, bonjour, à cette époque, les photos sont rares. Voilà, il y a ça. Et, vous voyez, les gens posent des questions, posent des photos. Quel est cet uniforme? À quelle arme ça correspond, etc. Moi, j'ai posé ce genre de questions et on a des réponses assez rapidement parce qu'il y a vraiment des spécialistes sur ce genre de trucs. FB Group, il y a le 41, il y a le 52, il y a plein de départements, il y a le 37 aussi sur Facebook. Allez, on passe à Internet et publications. Est-ce que vous m'accordez 5-10 minutes supplémentaires? Oui. Oui, alors comme ça, on aura pu terminer. Internet et publications maintenant. On a vu Internet, tout ce qu'on pouvait trouver sur Internet. Maintenant, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je dois, moi, mettre mes données généalogiques sur Internet? Pourquoi? Alors, moi, je dis Internet, c'est quoi? C'est une mutualisation des données. Exemple, France Gen Web, que je vous ai présenté tout à l'heure, où il y a énormément de choses.
mais parce qu'il y a une entraide, parce qu'il y a des gens qui viennent là-dessus. Publier son art, publier ses dépouillants, publier sur un blog, partage, échange, collaboration, coopération. Bref, on va parler assez rapidement de tout ça. Je vous demande 5-10 minutes pour en parler. On va parler du comment. On va voir la visibilité des données. On va voir justement ce que c'est que la collaboration. On va parler très rapidement de ce qu'est un jet de com. On détaillera ça plus tard. Le site personnel et les sites dédiés. Alors, la visibilité. La visibilité, ça c'est un élément très important. Informations sur Internet, attention, on va pouvoir les mettre publiques ou semi-publiques. Exemple, si je mets les vivants et les morts avec autorisation, ça veut dire que le simple visiteur ne verra rien. D'accord? Faut être invité, faut avoir une autorisation pour accéder aux données. C'est possible. Il y en a qui font ça. Il y en a qui se sont fâchés un petit peu et puis qui disent ouais, on me vole tous mes trucs, moi je ne veux plus rien montrer. Bon. Après, ça, c'est les morts visibles par tous, les personnes décédées visibles par tous, les vivants avec une autorisation. Ça, c'est ce que moi j'utilise sur mon site et sur Généanet aussi. C'est-à-dire que c'est quand les gens, je les invite, je les autorise à voir mes vivants, parce que dedans, dans les vivants, il y a mes enfants, il y a moi-même, il y a mes petits-enfants, etc. Je ne souhaite pas que tout le monde ait les coordonnées de la date de naissance et tout ça. On peut faire après ça peut être utilisé commercialement. Après, il y a une autre option spéciale à Généanet qui est les morts visibles par tous et les vivants sont tous visibles, mais sans date ni lieu. Ça, c'est une version de Généanet qui est assez intéressante parce que vous avez toute la généalogie jusqu'à vous-même, mais il n'y a aucune date et aucun lieu. Donc, l'exploitation commerciale est quasi impossible dans ce cas-là. C'est Généanet qui propose ça. C'est pas mal. Hein. Moi, je suis plus fermé que ça. Je suis dans cette solution-là parce que mon site perso, Roussel, il est comme ça. Et j'ai pas cette option dans Roussel. Après, morts et les vivants visibles par tous, c'est possible aussi. Je déconseille. Il y aura bien un jour un vivant qui vous dira « Pourquoi tu m'as mis sur tel site? Comment ça se fait qu'on peut me voir, etc. » C'est des risques de fâcherie fort compréhensibles, moi je dirais. Donc moi, c'est une option que je rejette. Ces deux options-là sont possibles. Celle-ci, c'est la mienne. Voilà pour la visibilité. Il faut distinguer les personnes décédées des personnes vivantes. On est dans la collaboration. Avant, il y avait le web 1.0 qui était des sites vitrines. On montrait et puis on regardait, on allait voir ce que montraient les gens. Maintenant, on est dans le 2.0, c'est-à-dire qu'il y a une collaboration. On peut soit intervenir sur un arbre, et c'est le cas dans Généanet, on peut faire un travail collaboratif, ou on peut au moins, dans certains sites, mettre un commentaire. Oh, je suis d'accord avec vous, oui, c'est intéressant. Ça s'est terminé en 90, on est même maintenant sur le 3.0, et puis on va voir à intervenir maintenant avec l'intelligence artificielle qui va commencer à s'inviter dans tout ça. Travail collaboratif, c'est enthousiasmant. Moi, j'ai eu dans les débuts, quand mon beau-frère était vivant, il intervenait sur mon arbre, sur mon site, il introduisait des choses, et puis on se complète, et c'est toujours intéressant de travailler à plusieurs. Sur Généanet, on peut être soit visiteur, c'est le cas par exemple ici, j'arrive sur un site où je suis, moi, Jean-Jacques Roussel, quand je viens sur ce site de Sonia Langrève, Maryland, voilà, je suis, c'est noté ici, accès visiteur. Vous voyez qu'il y a invité et éditeur sont bistrés, je ne suis que visiteur. Voilà un site où je suis invité, c'est Jean-Claude Tessier qui m'a aimablement, c'est un cousin maintenant, on a trouvé ça il n'y a pas si longtemps, et voilà, j'ai accès à toutes ces données et à ces vivants, parce que je suis invité. D'accord? Il m'a invité. Et puis, éditeur, c'est par exemple Jean-Jacques Roussel sur Jean-Jacques Roussel. Je suis éditeur sur mon propre site et vous voyez qu'en bas, ici, je suis éditeur. Et bien sûr, parce que je suis connecté. Webtrees,
travail collaboratif, permet un travail collaboratif. Je dirais que l'avantage de Web3 et qu'il n'y a pas sur GénéaNet, c'est que quand on est éditeur sur GénéaNet, j'ai fait le test, la personne qui est éditeur, elle intervient. Et il n'y a pas de maître, si je puis dire, du site. Sur Web3, j'étais maître du site. Mon beau-frère intervenait, créait des choses. Et moi, j'avais une alarme comme quoi il avait créé des choses. Et en fait, je n'avais juste qu'à cliquer pour valider son travail. Mais son travail était marqué en rouge et clic, 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 je validais tout ce qu'il avait rentré. Ou, ah non, là, je suis pas d'accord, on peut discuter. Sur GénéaNet, c'est modifié, on ne sait pas ce que la personne a modifié. Personnellement, j'aime moins cette méthode. Travail interactif, les forums, les commentaires sur les messages, etc., c'est très courant. Comment maintenant publier sur Internet? Il y a différentes solutions. Soit on peut utiliser créer des blogs, il y a des systèmes pour créer des blogs gratuitement. Création sans programmation, c'est ce qu'on appelle les CMS, les Content Manager System, avec l'accent, qui sont WordPress, Joomla et Drupal. Le plus courant maintenant, c'est bien sûr WordPress. Moi, j'utilise Drupal. On a des logiciels mixtes. Web3, par exemple, peut être mis en local, c'est très difficile, et autorise un travail collaboratif. On peut avoir des hébergements gratuits, avec ou sans publicité. Souvent, c'est avec publicité, si c'est gratuit. Et entre autres, le problème, c'est le manque de visibilité des pages perso. Par exemple, les pages perso d'Orange n'existent plus, arrêt du service des pages perso. Et ils ont prévenu au moins un an avant, mais il y a plein de gens qui se sont fait avoir, qui ont perdu leur site et qui l'ont perdu. Autre page perso qu'on peut créer, voilà, j'ai posé la question, les meilleurs outils de création de sites perso en 2024, il y en a 4 gratuits. Voilà, on peut créer un site perso gratuitement. Ce que je pense, c'est qu'en général, les sites perso ont souvent des bilans. Vous avez aussi des difficultés pour avoir de l'aide et la sécurité est moins bonne. Après, hébergement payant, c'est ce que moi j'ai fait. L'hébergement payant je suis chez OVH, ça coûte avec le nom de domaine. Souvent, quand vous faites l'hébergement, ils vous proposent le nom de domaine gratuit. C'est de l'ordre de 10 € pour le plus simple, le plus fondamental, mais je dirais aller jusqu'à 40 € par an pour avoir son site, son nom de domaine et son site perso. C'est relativement facile, puisque par exemple chez OVH, ils vous proposent de créer, vous pouvez créer au clic votre site en utilisant, par exemple, vous choisissez, par exemple avec WordPress ou Drupal ou Joomla, ce sont des sites où ça marche, vous créez vos pages au clic. Il n'y a pas de programmation. C'est juste des clics, vous validez, vous acceptez, vous mettez un nouveau module, vous mettez ceci, vous mettez une sécurité. Voilà. L'avantage de ça, c'est que vous allez avoir donc la sécurité et le support technique. Quand ça ne fonctionne pas, vous pouvez demander, ça est réparé généralement dans la journée. Propriété, les risques. Bien sûr, propriété, partage, la pérennité des données, le changement de logiciel, l'accès. J'ai déjà dit, page perso, le problème, c'est que perso, ils disparaissent. Orange ferme, on perd tout. Tout le monde, l'accès, donc tout le monde, si c'est un site perso, Frangène Web, on a accès. La communauté de mon logiciel est Redis Online, Généatique. Là, je mets mon arbre, il sera visible, mais que par la communauté. Payer pour voir, c'est Philae. Ou alors après, on crée son propre site chez Mais OVH. Quoi qu'on n'en est pas là, hein. Déjà, si on arrive à retrouver nos ancêtres, ça sera bien. Je ne suis pas sûre qu'on en soit faire une page perso. Mais je voulais te dire que c'était possible. Mais c'est pas seulement les pages perso, c'est aussi de mettre, est-ce que je mets mon site chez GénéaNet et est-ce que je le rends visible aux autres? Ah oui. Moi, je dis Internet, et c'est intéressant parce que justement, il y en a qui, si vous trouvez des données, c'est qu'il y en a qui les ont mises. Si vous ne voulez pas mettre les vôtres, je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà l'idée. Mais c'était ça, surtout de montrer, il y a de la source d'information et est-ce que moi, je mets aussi mes informations sur Internet?
d'une manière ou d'une autre, soit sur Généanet, soit sur Philae, soit sur le site de Eredis, soit le site de Généatique. Voilà. Et c'est, voilà, il y a vraiment cet échange qui est important. On va faire un petit exercice pour l'année prochaine. Pour la prochaine Fatigué, fois. là. Hein. Pour l'année Je prochaine aussi. suis un peu fatigué. Pour la semaine prochaine, on a débordé presque un quart d'heure quand même. Lire l'acte à Chanceau. Oui, mais l'acte de quoi? Vous lisez page 2, 1685. Il y a un acte qui est Sur, intéressant à sur quoi? Chanceau. Les C'est archives? Chanceau, Préloche. c'est sur la baie, c'est Chanceau, les Loches? Préloche, Chanceau Préloche. Préloche. Chanceau C'est pas- Préloche, excusez-moi, Faut j'ai pas confondre précisé. avec Chanceau sur Choisy, c'est Chanceau Préloche. C'est Chanceau Préloche. Et c'est dans quel Sur les- département? Indre-et-Loire. Indre-et-Loire. Voilà. Indre-et-Loire. C'est sur les Chanceau archives. Préloche. Près de Loche. Préloche. Mais il n'y a D'accord. pas de date, il n'y C'est a un rien. lieu, c'est un. Oui, oui, c'est un lieu, c'est une ville. Un Chanceau village, Préloche. un gros village. Et donc, quand vous cherchez en 1685 à la page 2 et vous me lisez ça, ça va pas être facile. Sur les archives, alors. Archives départementales d'Indre-et-Loire. Voilà. Moi aussi. Allez, au revoir à Au tous. revoir. Une question, Au une revoir, question. merci. Question, oui. Au revoir, Oui, merci. je voulais savoir si dans les actes, il y avait les divorces. Non. Sauf sur les mentions marginales, donc depuis 1897, il y a les mentions marginales sur l'acte de naissance, et là, vous aurez effectivement les divorces qui ont été créés à la Révolution. Oui. Donc, à partir de là, vous avez sur les mentions marginales, donc à partir de 1897, vous avez le divorce. Et Pas, ça, pas- c'est pas forcément obligatoire. partout. Hein. Ça apparaît parce que c'est les mairies qui les notent. Oui, mais pas forcément partout. Ah Pas non. forcément sur Des fois, ça peut être oublié parce que ça se transmet d'une mairie à une autre, et des fois, la mairie, ça arrive et c'est pas transcrit. D'accord. Problème. D'accord. Et je vois que ça pour les avoir. Hein. Sinon, il faut aller dans les archives administratives judiciaires, aux archives départementales. Et là, il y a 75 ans, je pense. À voir dans ce que je vous ai donné pour la communication, les archives judiciaires, je ne sais pas si c'est 75 ans ou plus. D'accord, d'autres questions? Mais les archives judiciaires, elles sont aussi par département? Elles sont départementales, oui. D'accord. Mais pas accessibles en ligne pour l'instant. Hein. Ah bon? Faut se déplacer. Hein. Bon. D'accord. D'autres questions? Je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. Et donc, bon courage et merci de votre attention. Au revoir. Merci.